lorsque j'ai pris la décision d'écrire ce livre, en fait, j'avais commencé à réunir des données avant le tremblement de terre de 2010. Mais j'arrivais encore, je n'avais pas une poussée vraiment très équilibrée qui m'aiderait à écrire ce livre rapidement. Et c'est ainsi que je me suis fait une petite idée, parce que dans mes recherches, j'ai découvert pas mal de choses, des auteurs qui écrivent en France, et je me suis dit, en tant que premièrement dramaturge, et deuxièmement, compte tenu de ma formation académique, qu'il était nécessaire d'écrire quelque chose. Mais je ne voulais pécher ni contre ma formation académique, ni contre non plus mon petit côté dramaturge. Et comment faire alors? Je voulais écrire un essai, mais écrire un essai, d'un point de vue académique, ça deviendrait un petit peu trop lourd, ne serait pas à la portée de tout le monde. Je me suis dit, il serait bon maintenant d'écrire un roman. Et écrire un roman, c'est pas bon non plus, parce que au roman, c'est la fiction. Et parler d'Haïti, je n'ai pas le courage d'écrire quelque chose de fictionnel sur Haïti en ce moment. Je me suis dit, bon, voilà ce que je vais faire. Je vais écrire un roman d'essai. Je vais mélanger les deux genres littéraires, c'est-à-dire l'argumentatif et le narratif. L'argumentatif, je vais essayer, parce que l'essai en soi, par définition, s'il y a une définition, je ne pense pas qu'il y ait une définition conventionnelle de l'essai et du roman, mais par contre, si je vais expliquer l'essai, surtout, c'est fait par argumentation. Lorsque vous argumentez, vous faites des recherches, et vous faites des citations. Si vous avez des données statistiques, vous les avancez. Lorsque vous écrivez un essai, vous posez des principes philosophiques à tout point de vue, que ce soit sur la vie, la société, vous posez des questions, vous essayez de les répondre, mais de manière subjective, selon vous-même. Alors que le roman, c'est purement fictionnel, avec des personnages. Oui, dans le livre, j'ai des personnages. Finalement, j'avais rencontré un type à Paris. En Paris, c'était en 1995, et c'est un certain Canadien du type caucasien. Ce type, il me parlait, le jour lorsque je l'avais rencontré, on s'était donné rendez-vous à un restaurant. Eh bien, au restaurant, on a passé vraiment près de 2 heures de temps à parler d'Haïti. Mais lui, il m'apprenait des choses extraordinaires sur ce pays. Et c'est là que j'ai appris des choses extraordinaires, parce que lui, on dirait que c'était un ministre d'État en Haïti qui me parlait d'Haïti, les relations d'Haïti avec les États étrangers, ou bien comment fonctionnaient les gouvernements en Haïti. Il m'a fait énormément de confidences. Mais je lui ai décliné mon identité, mais ce type, même à la fin, il n'avait pas voulu me décliner son identité, jusqu'à ce qu'il partît. Voilà. Il s'en est allé, il ne m'a pas décliné son identité. Alors je me suis dit, peut-être il était un agent d'un service secret étranger, il n'a pas trop voulu me parler de lui-même. Alors je me suis dit, je vais m'en arrêter là. Donc c'est lui qui a servi de personnage central de mon livre, ce type à qui je donne un nom bien particulier, Eustache Lindenberg. C'est-à-dire, probablement, certains d'entre vous auraient bien la prétention, bien l'intention, de faire un petit débat avec moi à propos d'un roman d'essai, probablement, peut-être pas ce soir, lorsque vous aurez lu l'ouvrage, on aura l'occasion de se rencontrer et en parler plus globalement. Et pour le moment, je vous souhaite à tous et à toutes bonne lecture. J'ai souvent dit, et beaucoup d'Haïtiens disent la même chose, que Haïti est un grand pays. Oui, à mon avis, Haïti est un grand pays. Il n'y a pas mieux de dire qu'Haïti est un grand pays, parce qu'Haïti en a fait preuve d'un point de vue historique. C'est vrai, c'est un pays qui traîne aujourd'hui. Comment peut-on dire un pays est grand et être dans cet état aujourd'hui? Je le dis parce que dire que Haïti n'est pas un grand pays, c'est réfuter l'histoire. Vous savez, entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, il y a eu 4 grandes révolutions dans le monde. 4 grandes révolutions dans le monde. La première révolution, c'est la révolution anglaise de 1641 à 1649. C'est la première phase de la révolution anglaise. Une révolution très ensanglantée. Vraiment, il y a eu beaucoup de morts. Et cette révolution avait conduit même à la décapitation de Charles Ier en Angleterre.
de Charles Ier, c'est-à-dire qu'on a pu instituer en Angleterre à cette époque, on a voulu instituer la République en Angleterre, mais ça n'a pas marché, mais on a institué quand même une monarchie constitutionnelle et parlementaire en Angleterre, par rapport à un système autocratique des Stuarts à l'époque en Angleterre. La deuxième phase de la Révolution anglaise, sous l'influence d'un philosophe anglais qui s'appelait John Locke, c'était en 1689. Donc là, c'était une révolution plus souple. On disait que c'était une révolution glorieuse, la Révolution anglaise, sans effusion de sang. Et c'était une très très bonne révolution calme. Et là, les Irlandais ont eu leur part en termes de liberté. La deuxième grande révolution, c'est la révolution de 1776, la révolution américaine, qui va transformer totalement le monde en termes de république. Et cette révolution anglaise va influencer d'autres pays, notamment en Europe. Voilà les États-Unis qui a influencé le monde et qui est devenu, les États-Unis qui sont devenus la première puissance du monde depuis la seconde moitié du 19e siècle, les États-Unis. Voilà ce pays qui le reste encore. Pour combien de temps, je ne saurais vous le dire. En tout cas, ils sont encore la première puissance du monde. La troisième, c'est la révolution de 1789 en France. Il y avait un groupe de gens, notamment un certain Lafayette, qui participaient à la révolution américaine ici aux États-Unis. Et cet homme qui participait à la révolution américaine aux États-Unis, après cette révolution, après avoir aidé les Américains à combattre les Anglais, il est retourné en France. Il a participé lui-même à la Révolution française de 1789, qui nous a légué vraiment la Déclaration universelle des citoyens, des droits de l'homme et des citoyens de 1789. En France, la France a influencé énormément le droit de la personne à travers le monde. C'est beaucoup. C'est un grand pays des droits de l'homme, même si pendant ce temps-là, la France naît encore des hommes dans les chaînes, mais la France avait fait une très bonne déclaration à cette époque, pas vrai? La quatrième grande révolution, aussi bizarre que cela puisse paraître, c'est la révolution haïtienne. 2 ans après la révolution française, de 1791. La révolution haïtienne a marqué le monde. C'est une révolution qui a décomplexé complètement les pays, un certain nombre de pays dans le monde, notamment que ce soit en Amérique, en Europe, en Asie. Haïti a décomplexé un certain nombre de pays, notamment le Mexique. Le Mexique a pris son indépendance 6 ans après Haïti, soit en 1810. Vous avez, après le Mexique, le Brésil, complètement décomplexé, qui a pris son indépendance 18 ans après Haïti. Après le Brésil, la République dominicaine, 40 ans après Haïti, puisque ce pays a été occupé par Haïti pendant 22 ans, n'est-ce pas? Donc la République dominicaine a pris son indépendance 40 ans après Haïti. Vous avez après le Canada 63 ans après Haïti. Le Canada a pris son indépendance en 1867, 63 ans après Haïti. Qu'en est-il de la Jamaïque, un autre petit pays qui a pris son indépendance en 1962, soit 158 ans après Haïti? C'est extraordinaire. Haïti a influencé le cours des événements. Si on devait écrire aujourd'hui l'histoire de l'humanité en lettres d'or, on devrait aussi écrire celle d'Haïti en lettres d'or. Haïti a influencé le monde. C'est vrai que nous savons en même temps que Haïti, sa situation n'a jamais été facilitée par les grands pays, notamment par la France, parce que la France n'a jamais laissé une porte de sortie à Haïti. Subtilement, en matière diplomatique, la France a mené une coalition occidentale pour coincer Haïti, pour placer ce pays dans un contexte difficile. Et aussi aux États-Unis, qu'en est-il des États-Unis? C'est vrai que les sudistes, les esclavagistes dans le sud des États-Unis n'étaient pas non plus trop contents du fait qu'un pays d'esclaves soit devenu indépendant. C'est vrai que les esclaves encore dans le sud, ayant su que Haïti a pris son indépendance, se sont révoltés.
les esclavagistes du sud des États-Unis, les États du Sud particulièrement, ont contribué à miner les relations des États-Unis avec Haïti. Ils ont pesé lourd dans les relations entre Haïti et les États-Unis parce qu'ils n'ont pas voulu que les États-Unis laissent une porte de sortie à ce pays. Voilà. Haïti, chers amis, aussi mauvais, triste que cela puisse paraître, Haïti est un grand pays dans l'histoire.